Lydie. Le nom de cette petite région d'Anatolie occidentale est inconnu de beaucoup, et pourtant les Lydiens, un peuple anatolien dont la proximité avec la mer Égée a permis une libre circulation des idées et de la culture entre la Lydie et la Grèce antique, ont créé un royaume immensément puissant qui a dominé l'Anatolie et les territoires environnants à la fin du 7e siècle et du début à la moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alliés au pharaon et à la puissance de la Néo-Assyrie, les Lydiens étaient des guerriers et des cavaliers redoutables. Leurs artistes et artisans, mêlant des formes anatoliennes, grecques et proche-orientales, ont créé une poterie, des peintures et des objets en métal d'une grande finesse. Leurs rois furent les premiers à frapper de la monnaie, révolutionnant ainsi le commerce grâce à une innovation qui est encore utilisée aujourd'hui. Le nom de leur roi le plus célèbre, Crésus, est devenu synonyme de richesse et de fortune. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tenter d'en apprendre davantage sur ce peuple méconnu et de répondre à cette question. Qui étaient les Lydiens? Les origines lydiennes à la fin de l'âge du bronze sont véritablement obscures. Cette obscurité s'explique principalement par l'absence de sources contemporaines concernant les Lydiens. Les seuls témoignages écrits dont nous disposons à ce sujet, principalement ceux d'Hérodote, ont été rédigés bien plus tard et contiennent souvent des informations semi-mythologiques, voire totalement mythologiques. À la fin de l'âge du bronze, le territoire qui sera plus tard connu sous le nom de Lydie faisait partie d'une entité politique appelée Saroi, une confédération lâche d'États voisins surtout connue pour ses relations souvent conflictuelles, parfois amicales, avec l'Empire hittite situé plus à l'est. En particulier, la Lydie était composée des royaumes de Myra et de la région fluviale de Sahar. Le sort de ces royaumes, après l'effondrement de la fin de l'âge du bronze, reste incertain. Cependant, ce que nous savons, c'est qu'autour de l'an 800 avenu, Jésus-Christ, les Lydiens semblent avoir commencé à émerger comme une puissance politique quelque peu unifiée. Hérodote décrit deux dynasties, la maison d'Atti, un roi dont le fils, Lydo, aurait donné son nom au peuple lydien, et les Héraclides, une dynastie qui, selon lui, aurait régné pendant 22 générations jusqu'au début du 7e siècle avenu, Jésus-Christ. Il est généralement admis que les descriptions des origines des Lydiens par Hérodote relèvent de la mythologie. Cependant, des fouilles archéologiques menées dans la capitale lydienne, Sardes, montrent apparemment que le site était occupé depuis au moins la fin de l'âge du bronze. Malgré ces récits quelque peu fantaisistes, un passage des histoires d'Hérodote suggère de façon intrigante que les Lydiens étaient étroitement liés aux Étrusques et qu'en réalité, ce serait un groupe de réfugiés lydiens fuyant la famine qui aurait constitué les premiers Étrusques. Mais la famine ne cessa pas de les tourmenter, et au contraire, elle les frappa encore plus durement. Finalement, leur roi divisa le peuple en deux groupes et leur fit tirer au sort afin qu'un groupe reste et que l'autre quitte le pays. Lui-même devait diriger ceux qui avaient tiré au sort de rester, et son fils, nommé Tyréno, ceux qui partaient. Alors, le groupe qui avait tiré au sort de partir quitta le pays, descendit jusqu'à Smyrne et construisit des navires dans lesquels ils chargèrent tous leurs biens pouvant être transportés à bord. Puis ils prirent la mer à la recherche d'un moyen de subsistance et d'une nouvelle patrie. Jusqu'à ce qu'enfin, après avoir séjourné successivement chez plusieurs peuples, ils arrivèrent chez les Ombrici, où ils fondèrent des villes et vivent depuis lors. Cependant, tant l'archéologie que le consensus des spécialistes rejettent cette idée d'une origine lydienne comme étant non historique, et il est plutôt très probable que les Étrusques descendent de la culture villanovienne dans le nord de l'Italie, vers l'an 900 avenu, Jésus-Christ. En outre, des études génétiques récentes ont montré que les lignées des Toscans et des Anatoliens de l'Ouest semblent généralement avoir divergé il y a environ 5000 à 10 000 ans, ce qui exclut pratiquement la possibilité que les Lydiens aient été les ancêtres des Étrusques et par extension des Romains. Avant d'aller plus loin, il vaut la peine de prendre un moment pour comprendre où se trouvait la terre des Lydiens et le territoire que leur royaume englobait. La région que nous appelons la Lydie était située en Anatolie occidentale, sur la côte égéenne de ce qui est aujourd'hui l'état moderne de la Turquie. Centrée autour des plaines fertiles du fleuve Hermo, la Lydie proprement dite s'étendait vers le sud, presque jusqu'aux rives du fleuve Méandre et du mont Mesogie. Au nord, jusqu'aux rives du fleuve Sécus, et à l'est jusqu'à la confluence du Méandre et du Lycus. À l'est se trouvait la région connue sous le nom de Phrygie. Au sud, la Carie. Au nord, la Mysie. C'est depuis cette région que les Lydiens ont projeté leur puissance, contrôlant à leur apogée pratiquement toute l'Anatolie occidentale. Bien qu'elle ne couvre qu'une région relativement petite,
le climat de la Lydie variait considérablement. À l'est se trouvait la région appelée Katakékomené, un vaste plateau volcanique dont le nom signifie littéralement « terre brûlée » en raison de sa roche volcanique sombre. C'est ici, selon Strabon, que Zeus affronta le monstrueux géant Typhon pour le contrôle du cosmos, terrassant la bête avec des éclairs et la précipitant dans les enfers. Dans l'est de la Lydie, les hivers étaient d'une froideur mordante et recouverts de neige, tandis que les étés étaient très secs. À l'inverse, les régions côtières égéennes de la Lydie bénéficiaient d'hivers doux et d'étés chauds. C'est donc dans les plaines fluviales du centre de la Lydie que l'on trouvait les terres les plus fertiles, ce qui explique sans doute pourquoi les Lydiens y établirent leur capitale, Sardes. L'ensemble de la Lydie se trouvait dans une région à forte activité sismique, traversée de failles actives. Les tremblements de terre, souvent destructeurs, devaient y être fréquents. Au-delà de ces plaines fluviales fertiles, la géographie de la Lydie offrait d'importantes ressources minérales. Le marbre était extrait dans les régions côtières, tandis que les environs de Sardes fournissaient du quartz et de l'or. En fait, le fleuve Pactole, qui descendait du mont Molo, était également une source d'or. En plus de cela, la Lydie était aussi une source d'argent, de fer, de cuivre et de soufre. C'est avec les derniers jours de la dynastie des Héraclides et avec son dernier roi, Candole, dont le règne s'est probablement achevé au début du 7e siècle avenu. Jésus-Christ, que notre connaissance du royaume lydien s'accroît considérablement et que la Lydie émerge des profondeurs obscures de la semi-légende. On ignore exactement comment le premier membre de la dynastie des Mermnades, nommé Gigée, est monté sur le trône de Lydie. Hérodote nous apprend que Gigée était le garde du corps du dernier roi Héraclide. Fier de sa femme, qu'il prétendait être la plus belle femme du monde, Candole insista pour que le réticent Gigée se cache dans les appartements royaux afin de voir la reine nue. Lorsque Gigée, embarrassée, s'enfuit après avoir vu la reine se déshabiller, celle-ci posa un ultimatum au garde du corps. Tuer le roi et l'épouser, ou bien être exécuté sur le champ. Choisissant la première option, Gigée se cacha de nouveau dans les appartements royaux, se jeta sur Candole endormi et le poignarda à mort. Bien qu'un tel récit soit peut-être fantaisiste, surtout puisqu'il a été écrit par Hérodote, il reflète néanmoins la réalité apparente selon laquelle Gigée a usurpé le trône de Candole. En réalité, cela a très probablement été accompli par un coup d'État, peut-être avec le soutien des aristocrates cariens. Il convient également de mentionner que l'ascension de Gigée au pouvoir s'est produite sur fond de grands bouleversements géopolitiques en Anatolie occidentale. Au début du 7e siècle avenu, Jésus-Christ, les Cimériens, un peuple nomade venu de la steppe eurasienne, pénétrèrent en Anatolie, déstabilisant puis provoquant l'effondrement du royaume phrygien, jusque-là dominant. Afin de consolider son règne, et probablement dans le but de prévenir des troubles civils, Gigée fit de riches offrandes d'or et d'argent à l'oracle de Delphes. En échange, le nouvel roi lydien reçut la légitimité de l'oracle et parvint à établir une relation avec les oracles de Delphes, qui perdurerait tout au long de la dynastie des Mermnades. Cependant, comme le note Hérodote, l'oracle aurait également déclaré que la dynastie de Gigée tomberait à la 5e génération. Une fois installé sur le trône, Gigée ne perdit pas de temps pour consolider et étendre son royaume. Tourné vers l'ouest, il attaqua les villes de Milet, Smyrne et Colophon. Bien qu'il n'ait pas réussi à s'emparer de ces villes, il établit la suzeraineté lydienne sur elles, les ouvrant ainsi au commerce avec les cités lydiennes, et accorda même à Milet le droit de fonder des colonies sur la côte anatolienne. Des colons venus de cette ville fondèrent ensuite la cité stratégiquement située d'Abydos. L'expansion lydienne fut temporairement interrompue par les incursions des Cimériens vers 665 avenue. Jésus-Christ, que Gigée parvint néanmoins à repousser avec succès. De plus, le vide de pouvoir laissé par l'effondrement du royaume de Phrygie et le ralentissement de l'expansion des Cimériens vers l'ouest permirent à Gigée de s'étendre vers le nord, soumettant la région de la Troade sans grande difficulté et y installant des colons lydiens. Il ne fait aucun doute que le roi lydien avait également un œil sur les précieuses réserves d'or de la région. La ville d'Ilion, que l'on pense être la légendaire Troie, devint un centre administratif crucial. Le règne de Gigée, cependant, ne fut pas que feu et fureur, car il s'est apparemment révélé être aussi un homme d'État habile. Le roi lydien entretint des relations amicales avec les cités-États de Carie,
dont les dirigeants l'auraient peut-être aidé à accéder au pouvoir. Il parvint également à établir de tels liens avec les cités grecques de Cimie et d'Éphèse, allant même jusqu'à marier l'une de ses filles au tyran d'Éphèse. Gigée envoya également des émissaires au roi assyrien Assurbanipal, et établit même des liens avec le pharaon Psamétique Ier, envoyant une aide militaire au pharaon égyptien dans ses guerres contre ses rivaux locaux. Le règne de Gigée fit de la Lydie une puissance avec laquelle il fallait compter en Anatolie occidentale. Cette période prit fin de façon brutale et violente en 644 avenue. Jésus-Christ, lorsque les Cimériens envahirent de nouveau, parvenant cette fois à mettre à sac la capitale Sarde et à tuer Gigée lui-même. La mort de Gigée et l'accession au trône de son fils Sardi marquèrent le début d'une période difficile pour le royaume lydien, durant laquelle les raids cimériens représentaient parfois une menace existentielle. Le règne d'Hardi commença avec un certain optimisme. Le nouveau roi parvint à établir un dialogue politique avec le puissant empire assyrien, confirma la suprématie lydienne sur les cités ioniennes du littoral en attaquant Milet, et réussit à assiéger puis à capturer la ville de Priene, la plaçant ainsi sous domination directe de la Lydie. Malgré ces victoires, la menace cimérienne demeura constante et finit par causer la perte d'Hardi lui-même. De concert avec les Lyciens et les Trébiens, une tribu thrace ayant traversé le Bosphore, les Cimériens vainquirent une nouvelle fois les Lydiens et mirent à sac la capitale, Sardes, en 637 avenue. Jésus-Christ. Seule la citadelle de la ville parvint à résister à l'assaut. Le sac de Sardes mit fin au règne du roi lydien, bien qu'il ne soit pas clair s'il fut tué sur le coup ou déposé pour avoir échoué à défendre le royaume. La crise cimérienne se poursuivit sans relâche durant le règne malheureux et très bref de Sadiathée, le fils d'Hardi. On sait très peu de choses sur le règne de Sadiathée, peut-être justement parce qu'il fut si court. Hérodote rapporte qu'il régna pendant 12 ans, bien que des estimations modernes suggèrent qu'il s'agirait plutôt de 2 ans. Bien que Sadiathée ait apparemment poursuivi les guerres de la Lydie contre la cité de Milet, le royaume continua d'être en proie à des raids cimériens répétés, qui épuisèrent ses forces et mirent finalement fin au règne de Sadiathée. Comme pour son père, nous ne pouvons pas dire avec certitude s'il a été déposé ou tué au combat. C'est avec l'ascension sur le trône de Lydie du fils de Sadiathée, Aliathée, que le destin de ce royaume changea radicalement. Le plus grand bouleversement géopolitique qui permit l'essor de ce que l'on pourrait considérer comme l'empire lydien fut la défaite finale des Cimériens, dont les invasions et les raids répétés avaient effectivement affaibli la puissance lydienne depuis le règne d'Hardi. En s'alliant avec le peuple nomade iranien oriental connu sous le nom de Scythes et agissant avec l'approbation des néo-assyriens, Aliathée et le roi Sithmadi menèrent une série de campagnes contre les Cimériens en Anatolie centrale. La manière exacte dont ces campagnes furent menées reste incertaine. Cependant, ce qui est certain, c'est que la puissance cimérienne fut totalement anéantie et que les nomades furent de nouveau mis en fuite, probablement au début ou au milieu des années 620 avenue. Jésus-Christ. Les forces lydiennes et scythes, agissant peut-être en partie de concert, mirent fin aux Cimériens. Strabon affirme que c'est Madi qui les a finalement vaincus, tandis qu'Hérodote attribue cet honneur à Aliathée. Quoi qu'il en soit, l'anéantissement des Cimériens offrit à Aliathée l'opportunité d'étendre une Lydie renaissante. Aliathée poursuivit les guerres de son prédécesseur contre la ville de Milet, concluant finalement un traité de paix qui établit la suzeraineté lydienne et assura l'accès au marché de la ville. Les bonnes relations de la Lydie avec la ville d'Éphèse furent renouvelées grâce à l'union de l'une des filles d'Aliathée avec le tyran éphésien Méla le Jeune. De plus, Aliathée continua de cultiver des relations amicales avec les cités-États cariennes au sud, établissant progressivement la suprématie politique lydienne sur cette région. À l'est, Aliathée étendit son autorité sur les villes de l'ancienne Phrygie. Profitant des liens culturels étroits entre les deux régions, le roi lydien permit aux dirigeants phrygiens locaux de conserver leur pouvoir en tant que ses vassaux, en échange d'un tribut régulier et d'un soutien militaire. Des diplomates lydiens étaient sans aucun doute présents dans les cours des vassaux et certaines villes, comme Gordion, pouvaient même avoir des gouverneurs lydiens. De cette manière, Aliathée étendit l'hégémonie politique lydienne sur presque toute l'Anatolie occidentale, bien que cela se soit sans doute accompagné d'un certain nombre de conflits armés. Sa position renforcée, Aliathée mena de nouveaux campagnes contre les cités ioniennes, conquérant Smyrne vers l'an 600 avenue, Jésus-Christ, puis la ville de Colophon, tout en concluant des accords commerciaux avec la cité de Clazomène.
Cependant, l'expansion agressive vers l'ouest du roi lydien, qui porta les frontières du royaume jusqu'aux rives du fleuve Alice, provoqua un conflit avec les Mèdes, nouvellement puissants, en Anatolie orientale. La guerre éclata en 590 avenue Jésus-Christ et ne prit fin qu'en 585 avenue Jésus-Christ. Selon Hérodote, une éclipse solaire, qui aurait eu lieu le 28 mai 585, interrompit une bataille qui allait opposer les Lydiens aux Mèdes. Un tel mauvais présage aurait convaincu Aliate et le roi Mède, Cyaxare, de demander la paix, une paix scellée par une alliance matrimoniale entre le fils de Cyaxare et une princesse lydienne. Au moment de la mort d'Aliate plus tard cette année-là, la Lydie dominait l'Anatolie occidentale. Le roi lydien, responsable de la frappe des premières pièces de monnaie de l'histoire, avait réussi à établir son royaume comme une puissance économique et politique. Son tumulus funéraire fut l'un des plus grands jamais construits, mesurant environ 360 mètres de diamètre et 61 mètres de hauteur, et il est encore visible aujourd'hui. Sous le règne du fils et successeur d'Aliate, le célèbre et richissime Crésus, la Lydie connut l'apogée de sa puissance. Cependant, alors que le royaume semblait traverser sa période la plus prospère, la puissance lydienne fut soudainement anéantie par la force du conquérant perse, Cyrus le Grand. Nous reviendrons plus tard au récit historique, mais pour l'instant, notre sujet concerne la société et la culture des Lydiens. Mis à part le fait que nous savons que le roi était à la tête du gouvernement lydien, nous n'avons presque aucune information sur le fonctionnement de l'État. La politique d'Aristote, qui explique en détail les structures gouvernementales de diverses nations, omet complètement la Lydie. Les sources décrivent souvent l'importance du rôle du roi en tant que chef de l'armée, dirigeant les forces lydiennes sur le terrain. Il ne fait aucun doute que le rôle du roi en tant que chef de l'État signifiait qu'il était responsable du maintien des relations avec les puissances étrangères, de l'accueil des émissaires étrangers et de l'envoi des siens à l'étranger. Les rois lydiens semblaient également avoir le contrôle de la monnaie royale, un élément crucial pour maintenir la suprématie politique et économique. Le contrôle de la monnaie en Lydie, une terre riche en or, en argent et en électrum, explique la réputation légendaire d'opulence dont jouissaient les rois lydiens, en particulier Crésus, dont le nom est devenu synonyme de richesse extravagante. La présence de ressources naturelles abondantes en Lydie même rendait probablement inutile tout véritable besoin de taxation intérieure, sauf peut-être en temps de guerre ou pour de grands projets de construction, comme Hérodote le suggère à propos de la construction du tombeau d'Aliate. En Lydie se trouve le tombeau d'Aliate, le père de Crésus, dont la base est faite de grandes pierres et le reste d'un tertre de terre. Il fut construit par les marchands, les artisans et les prostituées. Jusqu'à mon époque, 5 pierres d'angle subsistaient au sommet du tombeau, et sur celles-ci étaient gravés les comptes rendus du travail accompli par chaque groupe, et la mesure montra que la part de travail des prostituées était la plus importante. Les souverains lydiens imposaient cependant des taxes à leur peuple soumis ainsi qu'aux États tributaires situés à leurs frontières. Hérodote nous apprend que Crésus fut le premier à prélever des impôts sur les cités grecques regroupées le long des côtes de la mer Égée, qui étaient alors soumises aux Lydiens. Il ne fait guère de doute que des taxes étaient également prélevées, d'une manière ou d'une autre, sur le commerce transitant par la Lydie, bien que nous ne disposions d'aucun détail à ce sujet. La capitale lydienne, Sardes, revêtait une importance capitale pour le royaume, c'était un centre de commerce et de pouvoir politique qui aurait pu être habité en permanence depuis le néolithique. La ville était immense, s'étendant sur plus de 100 hectares, et possédait une puissante citadelle perchée au sommet d'une formation rocheuse escarpée naturelle, dominant la cité. Ce n'était pas seulement la forteresse, mais aussi les murailles de la ville, épaisses de 20 mètres, qui faisaient de Sardes un site défensif redoutable. Un palais fortifié, une monnaie royale et un trésor conféraient à Sardes tous les attributs d'une puissante capitale antique. Les tumulus funéraires de Bintep, situés à proximité, abritent des centaines de tertres, appelés tumuli, où étaient inhumées les élites de Sardes. Au nord se trouvait une vaste partie de la ville qui s'étendait au-delà des remparts, comprenant des zones industrielles, résidentielles et commerciales. L'agglomération extramuros de Sardes semble s'être étendue jusqu'au ruisseau du fleuve Pactole, où l'on recueillait les métaux précieux charriés par la rivière. La grande majorité des habitants de Sardes vivaient probablement dans des maisons en pierre et en briques de terre crue, qui comportaient peut-être même des cours intérieures.
Les maisons des riches étaient généralement couvertes de tuiles, tandis que les habitants plus modestes utilisaient de l'argile et de la paille. La maçonnerie taillée dans la pierre était réservée aux bâtiments monumentaux, comme l'acropole de la ville. La société lydienne, comme beaucoup de ses contemporaines, était dominée par une élite aristocratique, des propriétaires terriens qui participaient également à des activités commerciales, telles que l'exploitation minière. Sous les classes supérieures, on connaît l'existence d'une classe sacerdotale, de marchands, d'artisans, de paysans, d'hommes libres, de serfs et d'esclaves. Les sources littéraires ne donnent aucun détail sur les esclaves lydiens. Il a été suggéré qu'ils étaient très probablement des prisonniers de guerre. Il semblerait que les femmes lydiennes n'étaient en aucun cas totalement marginalisées et qu'elles participaient bel et bien à la vie économique, notamment dans l'industrie textile. Hérodote, écrivant dans ses histoires vers l'an 430 avenue Jésus-Christ, rapporte une information curieuse et étrange concernant les femmes lydiennes. Toutes les filles du peuple de Lydie exercent le métier de prostituée pour réunir une dot jusqu'à ce qu'elles puissent se trouver un mari, et ce sont elles-mêmes qui se proposent en mariage. Malgré cette affirmation intrigante, il convient de souligner que l'œuvre d'Hérodote est souvent remplie d'informations semi-légendaires et mythologiques, ainsi que de simples malentendus. Il a été suggéré que ce passage chez Hérodote pourrait bien faire référence à la pratique de la prostitution sacrée ou de temple, une sorte d'acte accompli dans un contexte religieux dans le cadre d'un culte ou d'un rituel. Cette pratique a certes existé, mais elle était loin d'être aussi répandue que ce qu'Hérodote semble laisser entendre. Hérodote a noté que les coutumes des Lydiens étaient très similaires à celles des Grecs, ce qui constitue en soi un indice précieux qui nous permet de comprendre comment la société lydienne pouvait fonctionner. En réalité, bien que les Lydiens n'aient pas été eux-mêmes des Grecs, leurs liens géographiques, politiques et économiques étroits avec les cités grecques faisaient qu'il existait sans aucun doute un important échange culturel entre les deux, et qu'ils partageaient ce que l'on pourrait appeler un continuum culturel. Fait d'intéressant, Hérodote affirme que ce sont en réalité les Lydiens qui ont inventé bon nombre des jeux auxquels les Grecs jouaient, comme les osselets et la balle, des distractions qu'ils auraient créées afin de lutter contre les effets de la famine provoquée par une longue période de disette. C'est alors qu'ils inventèrent les jeux de dés, d'osselets, de balles et toutes les autres formes de jeux à l'exception des dés, dont les Lydiens ne revendiquent pas la découverte. Ensuite, utilisant leur invention pour alléger la famine, un jour sur deux, ils jouaient toute la journée afin de ne pas penser à chercher de la nourriture, et le lendemain, ils arrêtaient de jouer et mangeaient. Telle fut leur manière de vivre pendant 18 ans. Bien qu'il soit quelque peu douteux que les Lydiens aient réellement inventé tous ces jeux, les jeux de dés, par exemple, étaient déjà connus et pratiqués en Mésopotamie avant la Lydie. La présence d'un grand nombre de dés en terre cuite et d'osselets retrouvés lors des fouilles de Sardes atteste cependant de la popularité de ces jeux parmi les Lydiens. Le régime alimentaire lydien ne différait guère de celui du bassin méditerranéen de l'époque, la consommation d'huile d'olive y occupant une place très importante. Le vin aussi était couramment consommé, et les pentes du Montemol étaient réputées pour l'excellence de leurs raisins. L'habitant moyen de la Lydie subsistait sans doute principalement grâce à un régime composé essentiellement de légumes. Le blé, le lait et le miel étaient courants, et le pain constituait donc un aliment de base dans le régime lydien moyen. La viande, comme dans la plupart des cultures prémodernes, était assez coûteuse et principalement consommée par les riches. Cependant, le poisson, apparemment abondant dans le fleuve Hermo et le lac Gigaya, était consommé de façon plus répandue. L'abondance minérale mentionnée put procurer au royaume de Lydie une richesse considérable. L'or, l'argent, le cuivre, le fer et le soufre étaient tous extraits, et l'or se trouvait également dans les eaux du fleuve Pactole, qui descendait vers Sardes depuis les hauteurs du Montemol. Le marbre, extrait principalement dans les régions côtières de la Lydie, était une autre ressource précieuse que les Lydiens pouvaient utiliser pour fabriquer des produits ou bien vendre à l'étranger pour en tirer profit. C'est grâce à ces ressources minérales que la Lydie et ses rois sont devenus riches, acquérant une réputation de richesse immense. Même après la conquête et l'absorption du royaume lydien par les Perses, la Lydie conserva sa renommée de terre de richesse. Un noble nommé Pythéa, petit-fils de Crésus, est décrit par les sujets du roi perse Xerxès de la manière suivante. « Ô roi, c'est lui qui a offert à ton père, Darius,
le cadeau d'un platane et d'une vigne en or. Il est désormais l'homme le plus riche que nous connaissions après toi. L'or, l'argent et un autre alliage naturel composé des deux, connu sous le nom d'électrum, pouvaient également être trouvés dans la rivière Pactole. Ont tous été utilisés pour créer la monnaie lydienne à partir de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, la toute première monnaie métallique jamais produite. En fait, c'est probablement de Lydie que la pratique de la frappe de monnaie s'est répandue chez les Grecs. L'utilisation de la monnaie donnait aux Lydiens des avantages distincts dans certains types d'activités économiques, comme le commerce, rendant bien plus facile la conclusion de transactions commerciales complexes et à longue distance. En conséquence, le commerce était un élément crucial de l'économie lydienne. La Lydie était idéalement située pour profiter du commerce est-ouest traversant l'Anatolie, ce qui permettait aux Lydiens d'exiger des péages des commerçants de passage et de participer eux-mêmes au commerce avec une grande facilité. Les ports d'Éphèse et de Smyrne, ainsi que la grande ville de Sardes, devinrent d'importants centres commerciaux d'où les marchandises étaient exportées et importées. Fait intéressant, les fouilles à Sardes semblent indiquer que la majorité des activités commerciales étaient menées par de petites entreprises plutôt que par de grands conglomérats de marchands. Au-delà du commerce et des métaux précieux, les Lydiens se consacraient également à la fabrication de divers produits. Des bovins et des moutons étaient élevés non seulement pour fournir de la nourriture, mais aussi du cuir et de la laine, qui étaient ensuite transformés en différents textiles et vêtements. En fait, les Lydiens étaient apparemment réputés pour leurs tisserands et teinturiers talentueux. Dans la mythologie grecque, la Lydienne Arachné défia la déesse Athéna à un concours de tissage et fut transformée en araignée pour son orgueil, condamnée à tisser pour l'éternité. Les vêtements de luxe lydiens étaient souvent ornés de fils d'or ou comportaient de petites décorations en or, et les vases lydiens représentent des personnages vêtus de robes pourpres. La teinture pourpre très prestigieuse, obtenue à partir de coquillages marins et inventée à l'origine par les Phéniciens, a peut-être été produite plus tard par les Lydiens. Avec une telle abondance de métaux précieux, la métallurgie était largement pratiquée par les Lydiens. C'est la grande habileté des métallurgistes et affineurs lydiens, combinée aux importantes quantités d'or présentes dans la région, qui rendit les rois lydiens, comme Crésus, si riches. En fait, une raffinerie d'or mise au jour à Sardes est considérée comme ayant été à peu près contemporaine de Crésus. On sait également que des huiles et des parfums étaient produits, tant à des fins cosmétiques que médicinales. La guerre, au Proche-Orient ancien, comme durant la plupart des périodes de l'histoire, était un phénomène relativement courant. En raison de sa position en Anatolie occidentale, les techniques de guerre lydienne semblent étroitement liées aux influences grecques et proche-orientales. Cependant, il n'est pas clair dans quelle mesure ces éléments militaires étaient à l'origine grecque, ou s'ils ont d'abord été inventés en Anatolie ou dans le Proche-Orient plus lointain. Par exemple, Hérodote, dans le livre des Histoires, attribue aux Cariens, le peuple qui vivait au sud des Lydiens, le mérite d'avoir été les premiers à fixer des crêtes sur leurs casques, à peindre des emblèmes sur leurs boucliers et à doter ces mêmes boucliers de poignets, autant d'éléments que nous associons plus volontiers aux guerriers grecs de l'Antiquité. Le noyau des armées lydiennes était constitué de l'hoplite classique, des soldats lourdement armés et protégés, équipés d'une lance d'environ 2,5 mètres de long et d'une courte épée à double tranchant pour le combat rapproché. Les hoplites portaient généralement une cuirasse, en cuir ou en bronze peut-être, ainsi qu'un casque, tout en transportant un grand bouclier rond. La lance et le bouclier étaient utilisés pour combattre dans la célèbre phalange, une formation de masse d'hoplites dans laquelle chaque soldat entrelaçait son bouclier avec celui de son voisin, formant ainsi un mur impénétrable hérissé de lances acérées. Cependant, bien que les hoplites lydiens semblent avoir été équipés de manière très similaire à leurs contemporains grecs, il existe quelques différences notables. Une peinture murale lydienne provenant du tumulus de Tartarie montre des soldats brandissant des épées courbes distinctives, qui semblent avoir une forme assez similaire à la copie grecque ou aux képèches de l'Égypte antique. De plus, bien que les Lydiens semblent avoir utilisé le casque corinthien employé par les Grecs, un casque retrouvé dans les ruines de Sardes en 1987 est daté de l'époque de la conquête perse de la Lydie au milieu du VIe siècle AV. Jésus-Christ présente une différence notable par rapport à ce style. Ce casque, doté d'une calotte crânienne avec des protège-joues attenants, est très inhabituel pour les casques grecs ou du Proche-Orient de la période pré-romaine et serait plus facilement associé à des casques du IIe siècle après Jésus-Christ. Cependant, les Lydiens étaient surtout réputés pour leur cavalerie. Les auteurs grecs faisaient très souvent référence aux troupes lydiennes comme étant des hyponymois,
ou combattant à cheval, et le poète Bakilide appelait le royaume de Crésus la Lydie dompteuse de chevaux. Hérodote, écrivant à propos du règne de Crésus, nota ce qui suit. À cette époque, il n'y avait aucune nation en Asie plus vaillante ou belliqueuse que les Lydiens. C'était leur coutume de combattre à cheval, armés de longues lances, et ils étaient habiles à manier les chevaux. De plus, le poète grec du 7e siècle Mimneru de Smyrne fit référence au rang serré de la cavalerie lydienne, suggérant peut-être qu'ils combattaient habituellement en formation massive. L'auteur macédonien romain du 2e siècle après Jésus-Christ, Pollien, rapporta que les Lydiens sous le règne du roi Aliate utilisèrent des chiens de guerre contre les Cimériens vers l'an 600 avenue. Jésus-Christ, ce qui pourrait constituer le premier exemple connu de l'utilisation de chiens au combat. Il marcha contre eux et ordonna à ses hommes d'emmener au combat un certain nombre de grands chiens féroces. Lorsque les chiens furent lâchés, ils se jetèrent sur les barbares comme il aurait fait sur un troupeau de bêtes sauvages. Ils en blessèrent beaucoup, les rendant incapables de combattre, et mirent les autres en fuite. Nous connaissons une utilisation particulièrement remarquable de la technologie de siège par les Lydiens lors du siège de Smyrne. Ils élevaient de grands remblais de terre à côté des murs de la ville afin d'attaquer les fortifications et d'accéder à la cité, selon une méthode très similaire aux techniques de siège assyriennes. Le savoir-faire des Lydiens en ingénierie s'étendait également aux mesures défensives. Les murs de la capitale, Sardes, étaient réputés pour leur solidité exceptionnelle, atteignant environ 20 mètres d'épaisseur. Un domaine militaire dans lequel les Lydiens semblaient manifestement déficients était leur marine. Ayant des origines à l'intérieur des terres et n'ayant apparemment accédé à la mer qu'avec la prise de Priene sous le règne du roi Gigée, la marine lydienne était probablement petite et relativement faible. Il est rapporté que l'invasion prévue par Crésus de la ville de Mytilène, sur l'île de Lesbos, fut annulée face à la supériorité navale de l'île. L'art lydien semble avoir été fortement influencé par l'art grec, en particulier au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. En effet, il a été suggéré que les motifs orientaux sont en réalité entrés en Lydie par la Grèce, plutôt que directement depuis l'Anatolie orientale. Bien que les artefacts lydiens soient relativement rares, les céramiques ont survécu en nombre relativement important. La technique de base pour produire des objets en céramique dans l'Antiquité était assez standard. Cependant, la poterie lydienne était d'une qualité assez élevée, avec de nombreuses pièces présentant un très beau marbrage coloré. Le style de la grande majorité des pièces est soit grec, soit d'origine anatolienne, avec quelques variations locales. Par exemple, les amphores lydiennes sont plus anguleuses que les exemples grecs contemporains, avec des cols beaucoup plus larges et étaient souvent décorés de lignes ondulées. Des supports à peau, des cruches, des amphores, des pyxides, des plats à pied, des coupes, des bols et des lampes ont tous été retrouvés, pour n'en citer que quelques-uns. La majorité de la poterie lydienne, à l'exception de ce que l'on appelle la vaisselle grossière, était peinte. Les motifs monochromes, populaires au 8e siècle avenue, Jésus-Christ, ont laissé place à l'utilisation du noir, du brun violacé, du rouge et du blanc, à mesure que les potiers lydiens s'inspiraient de plus en plus des œuvres de leurs contemporains grecs, dont les produits étaient assurément importés à Sardes. La céramique noire sur rouge produite en Lydie présente souvent des motifs concentriques de style grec, comprenant des cercles et des demi-cercles tracés à l'aide d'un compas spécial muni de plusieurs petits pinceaux fixés à un seul manche en bois. Bien que presque toute la poterie lydienne soit dérivée des styles grecs, un type particulier de vase appelé lydion était une invention lydienne, qui s'est ensuite répandue en Grèce. Un lydion était un petit vase en céramique de forme sphérique, posé sur un pied haut et souvent décoré de bandes horizontales, utilisé pour conserver des parfums, des crèmes et d'autres cosmétiques. Parmi les plus beaux exemples de l'art lydien figurent des pièces retrouvées dans des tumulus funéraires aristocratiques dans la région de Gure, près du fleuve Hermus. Pillés par des trafiquants dans les années 60, les trésors de ces incroyables tumulus funéraires n'ont été restitués à la Turquie qu'au cours des années 1990, après une longue bataille judiciaire. Datant du milieu à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, ces artefacts présentent des influences artistiques grecques, anatoliennes et perses. Une magnifique cruche à vin, dont l'anse est façonnée sous la forme d'un garçon reposant sur 2 béliers et saisissant 2 lions au-dessus de sa tête. Ce qui rend ce récipient encore plus remarquable, c'est sa taille. Ce niveau de détail a été atteint sur un récipient qui mesure à peine plus de 17 cm de haut. C'est également un exemple remarquable de la manière dont l'art lydien assumait les plusieurs traditions différentes.
La figure et la forme générale du récipient sont typiquement grecques, mais la présence des béliers et des lions est assurément plus anatolienne ou perse. Pour reprendre les mots d'Ilknur Ozgen, sur ce récipient, les traditions grecques, lydiennes, achéménides et anatoliennes sont harmonieusement réunies. Parmi les autres trésors découverts dans les tumulus figurent de délicats bols en argent finement travaillés et incrustés d'or, des coupes à libation à rebord évasé du type qui auraient très bien pu être utilisées lors d'un symposium, une assiette en jaspe, des louches décoratives, un brûle-parfum en bronze particulièrement élaboré, ainsi qu'un collier orné de pendentifs en forme de gland, un motif très prisé dans la joaillerie antique de la Méditerranée et du Proche-Orient. La langue lydienne nous est principalement connue à travers un mélange d'inscriptions sur des pièces de monnaie, de graffitis et d'un certain nombre d'inscriptions plus longues qui subsistent des VE et IVe siècle à venir. Jésus-Christ, à l'époque où les Lydiens étaient sous le joug de l'impérialisme perse. La grande majorité de ces inscriptions ont été découvertes dans la capitale sarde ou à ses alentours et sont le plus souvent de nature funéraire. Les linguistes ont rencontré de grandes difficultés à classer la langue lydienne. Bien qu'il s'agisse clairement d'une langue indo-européenne et qu'elle fasse partie de la famille des langues anatoliennes, elle possède un certain nombre de caractéristiques absentes des autres langues anatoliennes, qui peuvent s'expliquer, ou non, par la préservation d'éléments archaïques dans le lydien ou par des évolutions linguistiques propres à cette langue. Les tentatives de rapprocher la langue du hittite tardif ou du louvite, mieux connue, se sont révélées quelque peu inconcluantes, et la classification du lydien demeure donc un sujet de débat. La découverte de l'inscription bilingue de Sardes en 1917, une inscription funéraire en lydien et en araméen, a constitué un véritable moment Rosetta pour le lydien. C'est grâce à cet artefact que l'orientaliste allemand Enno Littmann a pu déchiffrer l'écriture lydienne en 1916, ce qui a finalement permis la traduction des textes unilingues. L'écriture lydienne elle-même est apparentée à l'alphabet grec, et comme ce dernier, elle dérive de l'alphabet phénicien. Le plus souvent, des espaces étaient utilisés pour marquer la séparation entre les mots, bien que des points aient également été employés. Fait intriguant, les guillemets étaient indiqués par un triangle, ce qui est en réalité unique aux Lydiens. Les Lydiens étaient polythéistes, vénérant un panthéon diversifié de dieux et de déesses, qui reflétait non seulement leur caractère anatolien occidental, mais aussi les influences culturelles des peuples voisins. Les Lydiens ont adopté de nombreuses divinités grecques, qu'ils ont placées aux côtés de leurs propres dieux et déesses anatoliens. De la même manière, certains dieux anatoliens étaient également vénérés par les Grecs. L'adoption de divinités était une affaire fluide. Crésus, par exemple, était connu pour avoir fait des offrandes à l'oracle de Delphes et de Didyme, mais il semble qu'il n'ait pas importé le dieu grec dans sa terre natale, puisqu'aucun temple dédié à Apollon n'a été retrouvé. Parmi le panthéon lydien, ce sont les déesses qui nous sont le mieux connues. La principale d'entre elles était Artémis, l'équivalent lydien de la déesse grecque Artémis, qui semble avoir été considérée comme la tête du panthéon. Déesse de la nature sauvage et protectrice des morts, Artémis présente également des similitudes avec la déesse mère phrygienne, Matar Kubilaya. Son culte était largement répandu et bien documenté, comprenant des offrandes qui lui furent présentées par Crésus ainsi qu'un certain nombre de temples et de sanctuaires à Éphèse, Sardes, dans la zone funéraire royale de Bintet et sur la rive sud du lac Gygia. La fille d'Artémis, Képhalus, était une déesse de la frénésie divine. C'est à elle qu'était dédié le petit sanctuaire découvert dans le quartier de la raffinerie d'or de Sardes. Un joli relief datant d'environ 400 avenue Jésus-Christ trouvé à Sardes représente la mère et la fille Divime, accompagnées d'un cerf et d'un lion. Une autre grande déesse d'origine anatolienne était Cybèle ou Cuvava, une déesse mère anatolienne connue des Phrygiens sous le nom de Matar Kubilaya. Souvent représentée comme une femme corpulente accompagnée de lions, le culte de Cybèle s'est répandu vers l'ouest grâce aux colons grecs d'Anatolie, pour finalement entrer dans le panthéon romain sous le nom de Magna Mater, ou Grande Mère. Fait intéressant, les auteurs romains semblent l'avoir réinventée en tant que déesse troyenne, un clin d'œil aux origines légendaires du peuple romain et aux héros mythologiques aînés. La déesse connue sous le nom de Corée n'est pas attestée pendant la période de l'indépendance lydienne, mais elle était étroitement associée à la Perséphone grecque. Nous savons peu de choses sur Corée, si ce n'est que des jeux étaient organisés en son honneur dans la capitale sarde et que son iconographie figurait sur la monnaie lydienne, célébrant la formation d'alliances avec les cités voisines.
il existe un certain nombre de dieux lydiens qui nous sont également connus. Le pendant lydien du père du dieu grec Zeus était connu sous le nom de Viwe-Uleth. Comme Zeus, Viwe était un dieu de l'orage, et comme Zeus, il n'était pas le chef du panthéon, ni la divinité la plus puissante. Bien qu'il ne soit pas clair qu'un sanctuaire dédié à Viwe ait existé à Sardes, de nombreuses références au dieu de l'orage ont été retrouvées sur des fragments de poterie et des pièces de monnaie. Il se peut également que la Lydie ait été considérée comme le lieu de naissance légendaire de Viwe. Le dieu grec Apollon était assurément vénéré par les rois lydiens, puisque l'on sait que Gygée, Aviat et Crésus ont envoyé de somptueuses offrandes au sanctuaire du dieu à Delphes et à Didyme, dont un lion en or. Bien qu'il n'ait pas encore été découvert, on pense que la relation étroite des monarques lydiens avec le culte d'Apollon aurait certainement impliqué la présence d'un vaste sanctuaire à Sardes. Baccha est la version lydienne de Bacchus ou Dionysos, le dieu du vin et de la fête. Des pièces de monnaie le représentant ont été retrouvées datant de l'époque romaine, bien qu'une pièce plus ancienne du VIe siècle semble déjà montrer certains de ces célèbres satyres. Hermès aurait également pu être vénéré en Lydie, bien que cela ne soit connu que par un vers fragmentaire du poète éphésien du VIe siècle, Équinax, Hermès, étrangleur de chiens, compagnon des voleurs, viens me donner un coup de main. Hermès était assurément considéré comme le dieu des voleurs, entre autres choses. Les sacrifices rituels impliquant des chiots, découverts lors de fouilles à Sardes, pourraient donc avoir été des offrandes à Hermès. Parmi les Lydiens, il semble qu'il existait un certain nombre de fonctions cléricales. La grande majorité d'entre elles étaient des prêtres et des prêtresses, appelés dans la langue lydienne, dont il ne fait aucun doute qu'ils étaient nombreux. Ces prêtres officiaient dans les différents temples et sanctuaires à travers la Lydie. Bien que nous ne disposions d'aucune information directe concernant l'utilisation de la divination dans la religion lydienne, la prévalence de cette pratique chez les Grecs contemporains suggère que les prêtres lydiens auraient très bien pu s'y adonner. Un autre domaine important dans lequel nos connaissances font défaut est le rôle du monarque dans la vie religieuse. Si l'on se fie aux autres exemples anatoliens, les rois lydiens auraient eu une fonction religieuse essentielle, étant considérés comme régnant sur l'ordre des dieux et agissant en tant que représentants du divin sur terre. Il est tout à fait possible que, comme les Hittites et les royaumes hellénistiques ultérieurs, les Lydiens aient divinisé leur roi après leur mort. Bien que nous connaissions le nom d'un bon nombre de divinités vénérées par les Lydiens, nous savons très peu de choses sur leur méthode de culte et nous dépendons en partie des textes grecs. Les découvertes archéologiques sont plus nombreuses pour les périodes perses et hellénistiques, mais très rares durant la période d'indépendance lydienne. Cependant, on peut supposer que, comme beaucoup de peuples de l'Antiquité du Proche-Orient et de la Méditerranée, le culte lydien était probablement de nature cultuelle, reposant sur l'accomplissement de rituels pour honorer les dieux et les déesses. Les rituels variaient en taille et en faste, allant du domaine personnel aux cérémonies parrainées par la royauté, mais étaient le plus souvent centrés sur le sacrifice d'offrandes aux dieux. Les fouilles de Sardes ont mis au jour 26 exemples de ce que Greenwald a appelé des offrandes de dîner, retrouvées enterrées dans de petites fosses, à proximité de modestes habitations et datant du VIe siècle avenue Jésus-Christ. Elles portent ce nom car chaque sacrifice comprenait une coupe, une assiette, une cruche, un couteau et un pot de cuisson, ou bien un vase en forme de pot de cuisson. Le plus intrigant est que ces pots de cuisson contenaient souvent les os de chiots, démembrés. Greenwald suggère qu'il pourrait s'agir d'un sacrifice à la déesse grecque Hécate, ou à une version libyenne de celle-ci. Hécate était étroitement associée aux chiens, et des sacrifices de canidés en son honneur ont été retrouvés en Thrace, à Colophon et à Athènes. Au-delà des sacrifices, les Libyens participaient probablement à des fêtes religieuses régulières. Il est tout à fait possible que les fêtes libyennes comprenaient des processions de prêtres dans un style similaire à celui de la religion grecque antique. Les festins, comprenant des danses et des beuveries, semblent également avoir fait partie du culte religieux. Nous savons aussi que les Lydiens pratiquaient assurément leur culte dans des espaces cultuels, y compris dans de grands temples situés dans des villes comme Sardes. Un grand temple d'Arténie découvert à Sardes, datant du IIIe siècle avenue Jésus-Christ, constitue un exemple de site important, probablement soutenu par l'État. Tandis que dans les ruines d'une raffinerie d'or de la même ville, un petit hôtel dédié à la déesse Kufawa a été mis au jour. Après la mort d'Aliat, le trône lydien passa à son fils, Crésus.
Après une brève lutte de succession avec son demi-frère, Pantaléon, le règne de Crésus commença sous de bons auspices. Le nouveau roi débuta par une série de campagnes contre les dernières cités grecques indépendantes de la côte ouest de l'Anatolie, les plaçant sous l'hégémonie lydienne, ce qui permit non seulement d'obtenir des paiements de tribut, mais aussi d'accroître les capacités commerciales et l'accès au marché grec. Les relations auparavant cordiales avec Éphèse se détériorèrent lorsque le tyran éphésien Pindare, qui était en réalité un neveu de Crésus, prit le parti de son demi-frère, Pantaléon, lors de la lutte de succession lydienne. Pour cela, Pindare fut contraint à l'exil et Éphèse fut annexée par les Lydiens. Crésus s'abstint toutefois d'annexer les cités-États grecques situées sur les îles proches de la côte anatolienne, peut-être en raison de la faiblesse déjà mentionnée de la marine lydienne. À la place, des traités d'amitié furent conclus. À l'est, Crésus maintint le contrôle de l'Anatolie centrale que son père avait établi, gouvernant principalement par l'intermédiaire de vassaux qui fournissaient tribut et services militaires. Il est tout à fait possible que Crésus ait également étendu les conquêtes de son père. Il semble en tout cas que le nouveau roi ait intégré la Carie, dont les cités-États étaient auparavant alliées ou vassales sous le contrôle direct de la Lydie. La localisation exacte des frontières de la Lydie est, bien sûr, assez difficile à définir. Cependant, il est probable que le royaume de Crésus s'étendait au-delà des rives de la Lyce. Crésus a également connu des succès diplomatiques. La paix entre les Liviens et les Mèdes, instaurée par Aliate, fut maintenue, tout comme les relations cordiales précédentes avec le royaume saïde d'Égypte. Des liens furent également établis avec Nabonide, le roi néo-babylonien. Ces succès dans les relations étrangères apportèrent à Crésus non seulement un soutien politique et du prestige, mais assurèrent aussi la libre circulation du commerce qui enrichit considérablement la Lydie. Ce commerce contribua sans aucun doute à la richesse légendaire de Crésus, dont le nom devint synonyme de fortune dans les cultures grecques et perses. On pense que le roi lydien fut le premier à émettre des pièces d'or d'une pureté standardisée, et ses dons généreux à l'oracle de Delphes, perpétuant une tradition de sa dynastie ainsi qu'à d'autres temples et sanctuaires, furent remarqués par Hérodote. Il y a de nombreuses offrandes de Crésus en Hellade, et pas seulement celles dont j'ai parlé. Il y a un trépied d'or à Thèbes en Béotie, qu'il a dédié à Apollon d'Isméno. À Éphèse, il y a les béhufs d'or et la majeure partie des colonnes. Et dans le temple de Pronaïa à Delphes, un bouclier d'or. Toutes ces offrandes ont survécu jusqu'à mon époque, mais d'autres ont été détruites. La chute de Crésus et celle de la Lydie elle-même furent provoquées par le roi perse, Cyrus le Grand. Dans le cadre de sa politique expansionniste agressive, Cyrus renversa le roi Mède Astiage, qui était lui-même le beau-frère de Crésus. Le roi lydien réagit en venant en aide à son allié, mais pas avant d'avoir consulté l'oracle de Delphes, selon Hérodote. Apparemment, on aurait dit à Crésus que s'il faisait la guerre aux Perses, il détruirait un puissant empire. Encouragé par cette prédiction, le roi rassembla ses troupes et marcha vers l'est. Prenant la ville de Ptérie, qui aurait pu se révolter contre la domination lydienne à l'instigation de Cyrus, Crésus pilla et détruisit la ville à l'automne 547 avenue Jésus-Christ. Ces troupes furent peu de temps après vaincues par Cyrus lors de la bataille de Ptérie, où de violents combats urbains firent rage dans les rues en ruine de la ville. Ensanglanté, Crésus se retira à Sardes, un choix qui allait causer sa perte. Cyrus, enhardi, décida malgré l'arrivée de l'hiver de poursuivre l'armée lydienne, la rattrapant à Timbra, sur les plaines au nord de Sardes. Les Perses mirent complètement en déroute les forces de Crésus, neutralisant l'efficacité de la cavalerie lydienne grâce à l'utilisation ingénieuse de chameaux et d'archers. Ce qui restait de l'armée lydienne s'enfuit à Sardes, qui tomba après un siège de 14 jours. Le sort de Crésus reste incertain. Hérodote affirme qu'il tenta de se suicider en se brûlant sur un bûcher. D'autres disent qu'il fut bien traité par Cyrus et conservé comme conseiller. Quoi qu'il en soit, le puissant royaume lydien fut soudainement et sans ménagement anéanti, ne se relevant jamais en tant que puissance indépendante. Les territoires de Crésus furent absorbés par l'Empire perse, et la Lydie devint une province gouvernée par un satrape perse. Avec la fin brutale de la puissance lydienne, le peuple lydien devint sujet des Perses. De plus en plus exposés aux influences culturelles de leurs suzerains, l'identité lydienne distincte s'est sans doute peu à peu estompée, jusqu'à ce que les Lydiens soient absorbés par leurs voisins.
Une succession d'empires et de puissances a gouverné la terre connue sous le nom de Lydie après la chute du royaume. Les Perses, Alexandre le Grand, les Séleucides, les Romains, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman et aujourd'hui, l'État moderne de Turquie. Merci d'avoir regardé. Si vous appréciez ces vidéos, vous pouvez trouver du contenu supplémentaire sur mon Patreon. Vous pouvez également avoir un accès anticipé aux prochaines vidéos et accéder à des scènes coupées. En d'autres termes, des parties que j'ai retirées de la vidéo principale.